Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler d'une semaine historique à la WWE, une semaine intercontinentale. Nous allons voyager de New York à Barcelone et pour ça, je suis accompagné de la plus espagnole des chroniqueuses de Catch Up. Je suis avec Letty. ¿Cómo estás, Letty? Eh ben ça va très bien, et toi? Bonjour Ça va à très tous. bien. Buenos dias. Les racines espagnoles, Letty, ou pas du tout? Ah, pas du tout, moi je Pas suis du tout. alsacienne, donc rien à voir. Ah mince, j'avais des mauvaises fiches. Bon bah écoute, un jour, la WWE s'arrêtera en Alsace, c'est sûr, c'est sûr. Une fois qu'ils auront écouté cet épisode, ils ne pourront pas faire autrement. Mais on a commencé cette semaine pleine de catch. Nous étions le lundi 10 mars 2025 et nous étions dans une terre de catch historique. Nous étions au Madison Square Garden à New York. Letty, New York, tu y es déjà allé? Tu connais? Non, j'aimerais beaucoup, mais je ne connais pas. Et le Madison Square Garden, forcément, grosse salle de catch, donc on s'attend à une soirée magistrale. Ouais, en général, quand ils passent au Madison Square Garden, ils mettent le paquet, la WWE. On va voir s'ils ont tenu leur promesse. Tout a commencé directement par un match. Tout a commencé directement par Jey Uso, notre hyper populaire challenger numéro 1 et vainqueur du Royal Rumble. Jey Uso, qui est en tension en ce moment avec des petits jeunes, avec les 8 Down Under. Et donc Jey Uso affrontait Grayson Waller. Un match qui a ouvert le show, qui a duré 9 minutes 10 et qui s'est terminé par la victoire de Jey Uso sur un spear. Pas trop de difficultés pour Jey, malgré la présence d'Austin Theory. D'ailleurs, ils arrivent à la fin, hein, après le match, à essayer de l'attaquer. Jey Uso réussit à se défaire de ces deux, à leur placer un spear à Austin Theory aussi. Mais Gunther était dans les parages, et Gunther, lui, il en a profité, il a chopé Jey Uso, et il l'a étranglé, il lui a fait un sleeper, et il est parti en laissant un Jey Uso complètement inconscient sur le ring. Bon, c'est une scène qu'on commence à avoir déjà vue, non, Letty, là? Et malheureusement, c'est une scène qui est un peu trop classique et puis un peu trop, effectivement, répétitive. Le match en lui-même était plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée de faire catcher un petit peu Jey sur cette route pour WrestleMania. Voilà, après, l'histoire avec Gunther, comme on l'avait évoqué déjà depuis plusieurs semaines, il s'est décidé très très tôt et effectivement, du coup, c'est très très poussif, je trouve, comme histoire. Voilà, moi, ça me passionne pas des masses. J'ai pas autant envie de voir le match que ce que je devrais, en fait. C'est quand même un match de championnat, c'est quand même le vainqueur du Royal Rumble, c'est quand même le champion. Et malgré tout, ils font un truc, je trouve, un petit peu fadasse. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu léger, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, on en avait parlé. Le problème, c'est que c'est long, quoi. Effectivement, il n'y a pas de progression depuis que Jey Uso a décidé qu'il avait choisi Gunther. Moi, j'avais dit, j'aurais bien aimé qu'on le voit, par exemple, s'entraîner à battre Gunther, peut-être aller parler à Cody Rhodes, aller parler à Sami Zayn, tous ces rares personnes qui ont déjà battu Gunther, qu'il aille leur demander un peu des conseils, tu vois. Non, finalement, il vient, il fait des hits avec la foule. Ils lui ont trouvé cette feud contre les petits jeunes, mais ça sent que c'est pour combler le vide, quoi. Donc, un peu comme Gunther lui-même a eu sa micro-rivalité pendant 2 semaines là, avec les American Alpha. Donc, ouais, ça tire un peu en longueur et il reste du temps avant WrestleMania encore. Donc, j'espère qu'on aura à un moment donné un rebondissement, un changement de cap parce que ça commence à devenir un petit peu longué. Quelque chose qui est quand même beaucoup plus récent, c'est une rivalité entre AJ Styles et Logan Paul. Logan Paul est arrivé au Madison Square Garden, voilà, pour dire du mal d'à peu près tout le monde, notamment de Cody Rhodes, hein. Il a dit que Cody Rhodes, il aurait jamais dû repousser le choix de The Rock, il est débile. John Cena, lui, il a mis du temps à comprendre, mais il a fini par comprendre, voilà, que ça sert à rien d'être gentil. Lui, il le sait, Logan Paul, il dit. Et puis il s'en prend un mec au premier rang, que moi je ne connaissais pas, peut-être que les titres tu connaissais, mais qui s'appelle Andrew Schulz, qui est un humoriste visiblement, un présentateur américain. Du coup, ce jeune monsieur qui est à l'aise avec les micros, hein, il prend le micro carrément, et il dit, moi je suis là pour voir CM Punk et Seth Rollins. Et il dit à Logan Paul, je suis pas là pour te voir, personne n'est là pour te voir, t'es pas à Cleveland, ici t'es à New York, c'est une vraie ville.
C'était assez méchant pour les habitants de Cleveland, j'ai trouvé ce qu'il a dit. Et là-dessus, Logan Paul le chope et le porte dans le ring à ce monsieur, à ce Andrew Schultz. Mais AJ Styles est arrivé et il a foutu un phénoménal forearm. Et ensuite, voilà, il a pris le micro, il a dit à Logan Paul, vas-y, reviens te battre. Mais Logan Paul s'est barré. Voilà, c'était un petit moment plus axé, je pense, public américain, parce que moi je ne connais pas trop ce monsieur, mais voilà, ça a fait intervenir une tierce personne pour construire cette feud qui, elle, en est à ses débuts quand même, je dirais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était un petit peu plus public américain. Effectivement, je pense que tu as raison. Je connaissais pas non plus ce monsieur. Euh, mais bon, Logan Paul avec un micro, dans tous les cas, il s'en sort toujours. J'ai trouvé plutôt pas mal ces petits tacles sur Cody Rhodes, tout ça, parce qu'on voyait bien le côté un peu jaloux, où lui, on comprend bien qu'il aurait vendu son âme avec grand plaisir au Rock. Euh, voilà, on démarre une petite rivalité. Je pense que ça va nous emmener gentiment, doucement jusqu'à WrestleMania. Logan Paul, comme tous les ans, il aura droit à son petit match. Je pense qu'il va nous faire voilà, une bonne prestation. Et AJ Styles, je trouve que c'est une bonne personne pour s'en prendre à lui, puisqu'ils ont un catch, je trouve, qui est quand même assez complémentaire. Donc, je pense que ça va donner un super truc que j'ai vraiment envie de voir. Hein. Plus que le match dont on parlait précédemment, bizarrement. Ouais, moi je garde en tête un incroyable AJ Styles contre Shane McMahon là, en WrestleMania, qui est, je pense, le meilleur match de l'histoire de Shane McMahon. Donc ouais, AJ Styles peut tout à fait nous faire un très beau match contre Logan Paul. Et comme je dis, au micro, ça se débrouille plutôt mieux la comparaison avec la feud d'avant, pourtant entre deux catcheurs super populaires et au top de leur forme là, entre Jay et Gunther, ça fait un certain écart. On va continuer avec les promos au micro. Il y a eu Cody Rhodes. Cody Rhodes, notre champion, est arrivé, ovationné évidemment par la foule en délire qui chante sa chanson, Cody Rhodes de Madison Square Garden. Et il est venu nous parler de John Cena, après ce qui s'est passé quand même à Elimination Chamber. Il nous dit, John Cena, il n'est pas là ce soir, mais il sera là à Bruxelles la semaine prochaine. Donc voilà, John Cena va venir en Europe. Et Cody nous dit qu'en gros, voilà, John Cena, il connaissait pourtant très bien le business, il connaissait le métier, mais voilà, le métier a changé. Maintenant, c'est moi la nouvelle, c'est moi le nouveau héros, c'est moi la nouvelle superstar. Il nous dit que John Cena, il est visiblement obsédé par la victoire d'un titre mondial et que c'est pour ça qu'il a trahi. Mais Cody lui dit, ça sera jamais, ça n'arrivera jamais. Je serai là pour l'en empêcher. En gros, je vais battre John Cena malgré sa trahison. Et puis voilà, il nous prend le micro et nous dit bonne soirée tout le monde et il s'en va. Moi j'ai trouvé un peu feignasse cette promo de Cody Rhodes, mais peut-être que je me trompe et que Letty, toi tu as adoré. Alors, j'ai pas adoré, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bon comme réaction à ce qui s'était passé juste, enfin, quelques temps avant. Je trouve que c'était plutôt pas mal. On voit encore, voilà, le pauvre Cody qui est encore bien marqué par son cocard qui était pas encore parti. On voit qu'il est énervé, qu'il est vraiment à fond dans le truc. Et moi, j'ai hâte surtout de voir John Cena, puisque pour l'instant, on l'a pas revu depuis son heel turn. Et voilà, j'ai envie de voir vraiment un échange entre les deux face à face sur un ring, voir ce que ça peut donner. Après, voilà, je pense que ça aurait été plus efficace si John Cena était venu. Voilà, c'est. Mais bon, la promo en elle-même était pas si mal. Ça va. Moi ça va, t'es plus tolérante que moi. Moi j'ai trouvé ça un petit peu facile là. J'ai pas été très marqué. Enfin, dans une road to WrestleMania, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des phrases qui pètent un peu. Et là, j'ai trouvé que c'était assez déroulé un peu l'historique. Voilà, c'était pas très compliqué, mais bon, c'est comme ça. Cody Rhodes, il en dira peut-être plus dans la promo en Europe dont on va bientôt parler. Mais on va continuer quand même cette soirée au Madison Square Garden. Autour du Judgment Day maintenant. On va passer autour du Judgment Day. Alors ça continue d'être tendu en coulisses avec le Judgment Day. Finn Balor, il est un peu énervé, il est un peu ronchon. Mais ce soir, il apprend que Dominic Mysterio est allé voir Adam Pearce et a obtenu pour Finn Balor un match pour le titre intercontinental contre Bron Breakker la semaine prochaine. Alors là, Finn Balor est vraiment sur le cul et il prend Dominic Mysterio dans ses bras et il lui fait un énorme câlin, très mignon, très très sincère.
Et c'est pas fini d'être une bonne soirée pour le Judgment Day, puisqu'un peu plus tard dans la soirée, Raquel Rodriguez affronte Bayley, et la gagnante aura le droit à un match pour le titre intercontinental, donc le titre de Lyra Valkyria. Et ben figure-toi Letty que c'est Raquel Rodriguez qui a gagné en 11 minutes 05. Raquel a battu Bayley. Ça devient vraiment difficile pour Bayley en cette période, mais grâce aux distractions de Dominique et puis Liv Morgan, etc. Et ben Raquel elle se prend un ticket pour un championnat qui je dirais bien, est totalement à sa portée, non? Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée Judgment Day? Une bonne soirée ou pas? Bah, c'était plutôt une bonne soirée. On retrouve un peu le Judgment Day, je vais pas dire à la grande époque, mais pas loin. Qui, même s'il y a encore quelques tensions, qui revient quand même un petit peu ensemble. Effectivement, Finn Balor qui était très surpris parce qu'il était quand même assez hargneux avec Dominique en Ouais. pensant qu'il avait demandé un match pour lui-même. Donc il était très surpris de voir que c'était pour lui. Donc voilà, se pose toujours la question de qu'est-ce qui se cache derrière. Moi, c'est un peu les questions que ça m'évoque. C'est est-ce qu'ils veulent vraiment juste renouer la famille ensemble ou est-ce que voilà, on n'a pas Dominique qui nous endort un petit peu Finn Balor puisqu'il a toujours pas, je pense, oublié son idée de faire venir d'autres personnes. On sait toujours pas qui. Mais voilà, je trouve que ils remettent voilà un nouveau coup de collier et je trouve que ça redevient un petit peu plus intéressant que ces dernières semaines. Et Raquel, oui, je pense que le titre est plus qu'à sa portée là. D'autant plus avec forcément le Judgment Day style, hein, Liv et Dom qui sont toujours forcément autour. Donc je serai à la place de Lyra Valkyria, je me méfierai un petit peu du match qui est prévu, je ne sais pas pour quand, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé. En tout cas, oui, je pense que c'est plus qu'à sa portée. Ouais, je pense qu'aussi ça va être une challengeuse à surveiller. Moi, j'ai bien aimé ouais, les interactions. Là, on repart dans un Judgment Day qui se questionne, qui se fait un peu la gueule et puis qui se réconcilie avec chacun qui a une idée derrière la tête. J'aime bien. Euh, Petite pensée effectivement à Bailey. Je suis pas sûr qu'elle ait un grand WrestleMania. Je sais pas trop ce qu'il attend, mais on sent que c'est un peu compliqué toujours pour elle en ce moment de rebondir après son année dernière hein, quand même, où elle gagnait le Rumble et où elle était championne, mais avec ce règne de championne que l'on a déjà décrit et qui était vraiment pas à la hauteur. Il va falloir cravacher Bailey, il va falloir se réinventer, je pense. Allez, on va passer à un segment qui était assez fun ce soir, assez sympa. Nous avons eu un match entre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, contre le Latino World Order, donc Dragon Lee et Rey Mysterio. On sait que il y a des tensions hein, depuis quelques semaines. Rey Mysterio, ça a été un peu le premier à avoir dit au New Day, écoutez les gars, là vous êtes en train de déconner là depuis ce qui se passe, et le New Day a pas du tout apprécié. Donc on a eu un match de 11 minutes 10 qui s'est passé avec beaucoup de segments sympas, j'ai trouvé, entre les deux équipes qui aiment bien voltiger et nous faire pas mal de surprises. Mais le match ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu puisqu'il y a eu une intervention à un moment donné. Un monsieur est apparu et sorti du public avec un masque de luchador sur lequel il y avait marqué American Made et il a attaqué et Dragon Lee et Rey Mysterio avant de partir en courant, poursuivi par la sécurité hein, du Madison Square Garden. Et c'est grâce à lui en fait que le New Day a pu s'imposer. Alors un luchador avec un masque American Made, et ben un peu plus tard dans la soirée, Cathy Kelly, qui était très en beauté ce soir-là comme toujours, qui a croisé Chad Gable, nous a dit waouh Chad Gable qui fait un retour triomphant, Chad Gable qui attaque Rey Mysterio et Dragon Lee. Et Chad Gable a dit mais quoi, c'est pas du tout, c'est pas moi. Enfin moi tout ce que j'ai vu c'est que la sécurité ici au Madison Square Garden à New York c'est pathétique, c'est pitoyable, c'est hyper dangereux. Et Cathy Kelly, il est dit, bon, enfin, quand même, vous pouvez bien nous dire que. Et là, tout d'un coup, derrière, on voit la sécurité de l'arène qui a chopé un mec avec un masque de luchador, avec marqué American Made, et qui se fait virer de l'arène. Donc là, on a tous été perplexes, et on s'est dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Letty, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, une très très bonne question puisque je pense que j'étais comme tout le monde en pensant que c'était Chad Gable. À mon avis, c'était Chad Gable qui a juste embauché un mec pour porter un masque à sa place. Mais Ah, en tout t'as des cas, hypothèses, toi. Mhm. voilà.
Et je suis d'accord sur le fond avec lui, la sécurité est quand même assez lente au Madison Square Garden, puisqu'il a quand même eu le temps d'attaquer 2 mecs avant qu'ils se rendent compte que quelqu'un était rentré. Donc voilà, c'est un peu léger. Le match en lui-même, moi j'aime bien les Tornado Tag Team, donc j'ai trouvé que ça changeait un petit peu des configurations habituelles. Il y a eu pas mal de spots qui étaient vraiment pas mal. Et forcément, le fait d'avoir un match qui se termine comme ça va forcément déboucher sur d'autres choses par la suite. Donc, j'ai bien aimé tout ce segment match plus la petite interview de Gable, c'était sympa. Moi, ça a été vraiment le chouette moment de cette soirée, j'ai trouvé. J'avais bien aimé déjà le côté un peu vintage clip là, de Gable qu'on avait vu au Mexique dans une croisade de sondage des luchadors, enfin d'analyse des luchadors. Donc j'aime bien l'idée. Autant je trouvais que la feud entre les New Day et le Latino World Order là, était un peu en train de tourner en rond parce que bon, on les avait vus se casser la gueule plusieurs fois les uns les autres. Autant là, si on a un retour de Gable et que ça part dans cette direction, ça me plaît bien. Et je sens Gable chaud pour revenir au haut niveau. Là, son petit interview micro, il était vraiment très en forme. Donc, c'était une belle surprise. J'avais oublié, il y avait un autre segment sur le ring qui n'était pas un match, juste avant le main event, et ça tournait autour de la ceinture féminine, puisqu'on a une nouvelle championne qui s'appelle Io Sky, et qui est interviewée par Michael Cole. Et donc, il y a Io Sky et Bianca Belair qui sont toutes les deux invitées, les futurs adversaires de WrestleMania. Et bon, ça se dit, voilà, alors elles se disent copines, elles s'admirent, tout ça, elles se respectent, etc. Mais attention, voilà, il faut faire attention quand même, il faut se respecter les unes les autres. Et puis Michael Cole, il dit Bianca, vous étiez là la semaine dernière, vous avez distrait Rhea Ripley, peut-être ça aurait pas été le même match, hein, peut-être que Rhea Ripley aurait été encore championne si vous n'aviez pas été là. Et ben là-dessus, Rhea Ripley, elle débarque et elle est hyper vénère. Et donc, elle s'attaque d'abord à Bianca Belair en lui disant t'avais rien à faire là, t'aurais dû me laisser faire mon match, t'avais tes affaires à régler avec Naomi et Jade Cargill, donc ça balance. Et là, ça se crêpe le chignon et comme Io Sky essaye de calmer le jeu en parlant japonais au milieu de tout ça, et ben tout le monde se met sur la gueule et donc tout le monde se pousse sur la gueule. Io Sky elle prend une baffe, tout le monde prend des baffes, donc voilà, c'est bien parti je pense pour un triple threat. Oui, je pense que c'est plus que bien parti et je trouve que ce serait vraiment une très très bonne idée, puisqu'effectivement, que ce soit Bianca contre Io ou au moment où elle était encore championne, Bianca contre Rhea, ça me semblait un peu, un peu léger, pas très intéressant. Autant un triple threat, je pense que ce serait la bonne formule. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça va se concrétiser et comment vont-elles réagir suite à cette annonce, si annonce il y a. Bah, il faudra prendre la décision à un moment donné. Pour le moment, elle n'est pas officielle. Bon, moi j'ai trouvé ça bien pour le coup. Autant je suis pas. Je trouve que dans cette Road to WrestleMania, on a beaucoup de segments où ils se mettent sur la gueule et puis la sécurité les sépare, intervient et tout. Des fois c'est un peu long hein, quand c'est avec Jey Uso, quand c'est avec Charlotte et Tiffany Stratton aussi. Mais là, oui, c'est un peu nouveau cette interaction. Io Sky, elle est championne que depuis une semaine. Donc je trouve ça tout à fait correct et Rhea Ripley, dans un rôle très énervé, est à l'aise, je trouve. Elle est très à l'aise. Tout ça nous a conduit au main event. On avait un très gros match de main event à Monday Night Raw au Madison Square Garden. CM Punk contre Seth Rollins. Ils avaient fait le main event du premier Raw sur Netflix. Et là, ils nous font un nouveau main event en cage, en steel cage match. Et ben, 22 minutes 30 d'affrontement. Ils nous avaient déjà fait un super match lors du premier Raw de Netflix. Ils ont remis la très grosse partition. Alors, on a eu droit à énormément de finishers qui ont fini sur un simplement 2. Peut-être un peu trop, j'ai trouvé. Parce qu'on a eu des stomps, on a eu des go to sleep, on a eu l'un qui pique le finisher à l'autre, et vice-versa. Enfin, à un moment donné, quand même, il y en a un qui était largement plus en forme, qui est ressorti en meilleur état. C'est Seth Rollins. Seth Rollins, il a vraiment mis CM Punk à bout du bout du bout. Clairement, les deux hommes ne voulaient pas sortir de la cage. À plusieurs reprises, ils se sont même moqués de ça. Il y en a un qui ouvrait la cage pour l'autre. Il dit vas-y, sors, vas-y, t'as plus qu'à sortir, etc.
Il voulait finir sur le ring, il voulait finir à la loyale entre hommes. Mais Seth Rollins, à un moment donné, il a commis une erreur d'inattention. Alors qu'il avait match quasiment gagné, il s'est appuyé dans le coin des cordes, là, juste à côté de la porte, pour se reposer une petite seconde. Et là, il a été saisi par quelqu'un qui l'a tiré hors du ring, qui l'a tiré hors de la cage, et qui lui a fait gagner le match par inadvertance. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Roman Reigns. Et Roman Reigns, il était pas là du tout pour aider Seth Rollins. Il lui a juste cassé la gueule, il lui a fait un Superman Punch, il lui a fait un spear, il a foutu dans la barre de sécurité, il lui a foutu tout ce qu'on peut imaginer sur la tronche. Et il a même porté un stomp sur la tronche. Et à ce moment-là, toute la sécurité est arrivée, est intervenue, et Roman Reigns, il a regardé au-dessus de lui. Et dans la cage, personne n'avait vu arriver. Paul Heyman était en train de prendre CM Punk dans ses bras et de lui parler, de lui chuchoter, de un peu le soutenir, quoi. Donc Roman Reigns, il est revenu, il a jeté Paul Heyman un peu en retrait et il a défoncé CM Punk lui aussi avec un gros spear. Et il a terminé tout ça debout, vénère. Roman Reigns est de retour et Roman Reigns visiblement a des choses à régler avec CM Punk et Seth Rollins. Est-ce que tu as aimé, Letty, ce main event et cette intervention finale de notre Tribal Chief? Quel main event, quel match. Franchement, c'était un des, on le dit à chaque fois qu'ils s'affrontent, mais un de leurs meilleurs matchs, voire peut-être même leur meilleur match. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Il y a tout eu, comme tu l'as dit, plein de gros spots, plein de comment dire, de haine. Enfin, tu voyais les regards qui se lançaient, les petites phrases, enfin, c'était vraiment passionnant. Et cette fin, alors là, avec forcément Roman Reigns qui arrive, qui a des comptes à régler forcément avec Seth Rollins, étant donné ce qui s'était passé entre eux. Et qui du coup on a maintenant avec CM Punk, puisque voilà, Paul Heyman, on sait qu'il a toujours cette promesse qu'il avait fait à Punk, on sait toujours pas ce que c'est. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait de se focaliser vraiment sur les deux et de pas voir Heyman arriver. On avait presque oublié qu'il était là. Et de le voir au milieu du ring avec CM Punk, forcément, on se dit, mais est-ce qu'il va le trahir? Est-ce qu'il va changer de camp? Est-ce qu'il va passer quelque chose? Et voilà, je trouve que c'est très très bien fait. Et je pense que là, comme pour les filles, mais bon, avec un cran quand même en intensité un peu supérieure, on s'amène, je pense aussi vers un triple threat qui va, je pense, casser la baraque à WrestleMania. Ouais, on va sûrement vers là. Moi, j'ai trouvé le main event très très bon encore une fois, même si, voilà, j'ai un petit peu cette réserve euh, du côté un petit peu too much dans les finishers. Je trouve que enchaîner les finishers qui se cassent à simplement deux, c'est très bien pour un WrestleMania. C'est très bien quand c'est l'Undertaker contre Shawn Michaels. Là, on est un tout petit peu en dessous, je trouve. C'est très bien quand c'est un match de champion du monde, même s'ils se détestent, effectivement, et je suis d'accord avec toi, ça va au-delà même d'un titre de champion du monde. J'ai trouvé que c'était beaucoup. J'ai trouvé que c'était beaucoup à un moment donné, mais le match était très bon. L'intervention, enfin l'issue finale est hyper bien pensée. C'est tout bête, mais voilà, le fait que ça soit Roman Reigns qui fasse gagner Seth Rollins, et donc du coup Seth Rollins il va pas du tout pouvoir profiter de cette victoire. Et comme tu dis, voilà, Paul Heyman qui apparaît en arrière-plan, c'est du cinéma, quoi, c'est du grand cinéma. Et c'était très bien, ouais, ça m'a beaucoup plu. Donc triple threat très probable, on va dire affiche de gala entre les trois. Hein. Il y a pas d'enjeu de ceinture ou autre, même si on imagine bien que le gagnant de ce match-là, d'ici avant SummerSlam, je pense qu'il aura une place pour affronter Gunther ou Cody Rhodes. Non, c'est chouette. Et puis, Roman Reigns, on l'avait pas vu depuis le Royal Rumble, hein, quand il a pris le spear à pieds joints, le stomp à pieds joints de Seth Rollins. Donc maintenant, on a un peu envie de l'entendre aussi, et de savoir ce qu'il va nous dire et de savoir ce qu'il veut faire. Il a complètement changé d'orientation. Voilà, la Bloodline, c'est derrière lui. Les Fatou, les Solo Sikoa, c'est plus vraiment son histoire. Donc il reste des belles choses à faire d'ici WrestleMania, je pense, avec tous ces bonhommes. Et c'est comme ça qu'on a fini le show. Alors Letty, avant de partir à Barcelone, est-ce que tu as un top, un flop et une note pour ce Monday Night Raw?
Eh ben écoute, mon top, je peux difficilement le mettre à autre chose qu'au main event. Donc ça ira pour ce match et surtout ce finish après match. Mon flop, alors ça va être un flop un petit peu groupé. En fait, alors bon, j'ai dit que j'avais apprécié la promo de Cody Rhodes, donc c'est pas contre la promo que j'en ai, c'est contre le fait que Cody Rhodes soit là, en fait, soit à Raw. Puisque c'est le champion quand même de SmackDown, je trouve que le fait, et c'est pas la première fois ces derniers temps, qu'il soit régulièrement à Raw, ça empêche, je trouve, d'écrire quelque chose pour Gunther, qui est quand même le champion de Raw, et je trouve qu'il pâtit un petit peu de ça, entre le fait qu'il soit pas forcément très très bon au micro, Gunther, et que Cody soit toujours là. Je trouve que c'est compliqué. Donc voilà, ce sera un flop un petit peu groupé sur le manque d'écriture, on va dire, le manque de place fait à Gunther à Raw. Et ma note, écoute, je vais mettre un bon 3,5. C'était un bon show, pas exceptionnel, mais un bon show, donc 3,5. Ouais, je te rejoins sur la note. 3,5, ça me va très bien. Ton flop, permette-moi de dire, Letty, que je le trouve très très pertinent. Je pense que c'est une vraie réalité. Cody Rhodes, il est très populaire évidemment. N'empêche qu'on a 2 titres de champion du monde bien distincts à la WWE entre Raw et SmackDown. Et le fait de le voir beaucoup beaucoup à Raw, il y a clairement un classement, quoi. C'est Cody Rhodes d'abord et c'est Gunther en numéro 2. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que ça pâtit vraiment au titre de Gunther et à l'intensité qu'il peut y avoir autour. Maintenant, si je devais mettre un flop, moi je le mettrais plus à la rivalité Jay Gunther qui tourne en rond. Et même si Waller et Theory sont sympathiques et ont du talent et c'est bien pour eux de croiser le gagnant du Royal Rumble, ça reste un petit peu en dessous. Et le top, main event, hein, comme toi, on peut difficilement dire autre chose. Seth Rollins et CM Punk. Alors j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, Seth Rollins aurait déclaré qu'il veut s'arrêter à 45 ans et donc en 2031, je crois. Et les gens en commentaire, ils disaient ouais, il faut en profiter tant que c'est encore temps. Je me suis dit putain, si c'est ça, ça veut dire qu'on a encore 6 ans de Seth Rollins, c'est quand même bien. Je suis pas sûr qu'il arrive jusque-là vu les blessures qu'il a pu avoir. Mais non, non, ils se sont donnés sans compter, donc super main event. Digne du Madison Square Garden, on était au niveau. Même si je trouve quand même que de plus en plus, là, dans cette road, on a des shows qui sont courts en termes de matchs, pas beaucoup de matchs, beaucoup, beaucoup de résumés et de clips, on revoit les FUD, on revoit les uns les autres, donc les choses sont un peu épurées, et d'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que quand on regarde les résumés sur notre ami Cage Match, eh ben, il y a des dark matchs quasiment systématiques. Donc ça fait que dans un show de 3 heures, en fait, le public, il y a une bonne partie, c'est des dark matchs qui sont occupés parce qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez de matchs dans le ring. Mais enfin, on attaque une période historique, Letty. La WWE fait une tournée européenne juste avant WrestleMania. Elle s'arrête à Barcelone, elle s'arrête à Bruxelles, elle s'arrête à Glasgow, elle s'arrête à Bologne en Italie, c'est ça? Je crois, oui. Ouais, c'est pas Rome, c'est Bologne. Elle va s'arrêter dans plein de pays et de villes. Elle ne passe pas en France. Quand on avait appris ça, on se posait la question, mais évidemment, c'est parce qu'on se réserve pour Clash at Paris, évidemment. Mais Clash in Paris. Mais en tout cas, la WWE, pendant quelques semaines, va être quasiment en direct pour nous, peuple de catch-up, puisque c'est 20h30, heure française, hein. Est-ce que tu as réussi à les regarder en live, toi, Letty? Eh bien, pas pour le moment. On verra pour les prochains, mais pour l'instant, non. Et toi? Eh ben, quasiment, quasiment. Quasiment, j'ai regardé quasiment en direct, et c'est vrai que c'est assez sympa. Barcelone, Letty, est-ce que t'es allé à Barcelone? Peut-être oui, ça, non? Eh bien, non. Pas plus Eh qu'à ben New non. York. Bon, alors il faudra qu'on voit. Bon, Bruxelles, peut-être que t'y allais. Non plus. Ah mince. Ah bon. Bologne, toujours pas. Glasgow non plus. Non, non plus, non plus. Un Bon, jour bon, ben peut-être. d'accord. Ah ben peut-être que Letty fera une tournée européenne un jour aussi comme la WWE. Bref, Barcelone, nous avons eu donc ce Friday Night SmackDown le 14 mars. Bon voilà, historique, hein, et ils nous ont prévu un gros show hein, quand même. Alors on a commencé avec LA Knight qui a débarqué, LA Knight qui nous a dit voilà, je suis champion des États-Unis, mais je suis champion mondial, enfin je suis mondial, pas champion du monde, mais voilà, il est mondial. Et il est interrompu par Jimmy Uso.
Alors Jimmy Uso, c'est un peu triste, hein, il nous dit bah moi j'ai rien pour WrestleMania. Alors ma solution, c'est que je vais te défier pour le titre des États-Unis. Et alors là, on a Solo Sikoa et toute la Bloodline qui arrive et qui dit le seul qui peut avoir ce titre, c'est Jacob Fatu. Donc il est chaud, hein, Solo, il est là pour aider Fatu maintenant. Et donc ça, voilà, il dit à toi, grand frère, toi t'es un raté, t'es un loser, etc. Euh, donc il y a bagarre, une bagarre qui arrive. Et Braun Strowman rejoint la bagarre et Nick Aldis arrive et Nick Aldis il voit ça et il nous dit Barcelona, ¿está pensando lo que estoy pensando? Voilà, c'était un peu le lâchez-vous local et il nous déclare un 3 contre 3 pour commencer la soirée. Donc si je résume, on a d'un côté les gentils, Braun Strowman, LA Knight et Jimmy Uso contre la Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Et c'est les gentils qui gagnent dans un match de 10 minutes avec un power slam de Strowman sur Tamatonga. Ça n'a pas suffi, hein. Il y a eu encore bagarre après le match et surtout Jacob Fatu qui s'est déchaîné sur Braun Strowman, qui lui a porté 3 moonsaults, 3 giant moonsaults. Donc voilà, on a encore de la haine entre ces hommes-là. Strowman, il a pas de bol, c'est toujours les gros costauds qui lui cassent la tronche. Donc on se souvient de ce qu'il y a pu avoir avec Bronson Reed, on est un peu dans le même esprit. Qu'as-tu pensé de cette ouverture à la barcelonaise ici ce soir à SmackDown, Letty? Eh ben, c'était une grosse ouverture de show, je trouve, avec un public qui était en feu, littéralement. Euh, et voilà, le match en lui-même était pas, enfin, il n'y a pas vraiment de feud déclaré, de choses comme ça, mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Que Jimmy, qui vient à la base pour challenger LA Knight, finisse par s'associer avec lui. Solo qui effectivement, comme tu l'as dit, met de plus en plus Jacob Fatu en avant. J'ai même l'impression qu'il est en train de devenir un petit peu le manager en fait de Fatu, puisque dès qu'il y a quelque chose à faire, dès qu'il y a un match, dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est lui qui envoie Fatou se battre. Le match était plutôt intéressant et puis Strowman contre Fatou forcément. Voilà, Strowman c'est un petit peu la montagne à abattre, je pense pour les gros costauds qui veulent se faire un nom à la WWE. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Et ça a bien mis dans l'ambiance de cette soirée espagnole. Ouais, on sent qu'il y a un côté chez Solo, je trouve, comment dire, de rendre la monnaie de sa pièce, hein. Il se met plus en avant. C'est un peu ce qui lui a été reproché à un moment par Jacob Fatu et tout, de dire, bon alors c'est quoi le programme? C'est toi le chef et tu nous as laissé tomber. Il est un peu en mode, non, maintenant c'est vous, maintenant c'est toi la star, etc. Bon, moi j'aime bien Strowman, j'aimerais bien qu'il serve à autre chose que juste un piédestal pour les gros costauds, mais après ça lui permet d'avoir des très bons matchs, hein. Des matchs contre Bronson Reed, ils ont été excellents, et là la rivalité elle va sûrement être excellente. Je sais pas ce que ça va donner pour WrestleMania, si on va avoir un Strowman Jacob Fatu. Moi Jacob Fatu je le verrais bien candidat pour gagner une bataille royale, André le Géant, mais bon, c'est pas très prestigieux. En général, c'est le choix du pauvre. Donc, on verra. Mais ouais, ça a mis le public dans l'ambiance. Ça nous a rappelé les grandes heures de Lyon. Et comme tu l'as dit, le public était chaud, bouillant. Les Espagnols ont été au taquet. On peut le dire avec les chants, voilà, sur les tombées, c'était un, dos, tres, etc. Ils avaient sûrement leur chant à eux qui faisait référence à des choses qui m'échappent. Mais il y avait une grosse ambiance, j'ai trouvé. Et ça s'est vu dès ce début de soirée. Ensuite, on va passer à la division féminine. On a eu un segment filmé quelques heures auparavant dans le stade, mais qui est vide, avec Jade Cargill interviewé par Cathy Kelley. Alors, tu m'expliqueras, Letty, hein, si tu vois un intérêt à interroger quelqu'un sur les sièges en plastique d'un stade vide. Mais bon, Jade Cargill a dit psychologiquement je vais bien, physiquement je vais bien. Psychologiquement, voilà, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, je me suis attaqué à Naomi, donc elle savait que c'était elle, évidemment. Elle a dit qu'elle savait que c'était elle. Et maintenant, elle apprendra à plus faire confiance à personne. Et là, elle est interrompue par Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui traînent dans le stade vide, on ne sait pas pourquoi non plus, et qui se fout un petit peu de sa gueule. Alors, Jade Cargill, elle a dit, voilà, vous ne devriez pas être championne aujourd'hui, vous êtes championne grâce à moi, en gros. Et puis l'autre, elle a dit bah, qu'elles ont été accusées à tort à cause d'elle et tout ça. Bon, bref, ça s'invective.
Mais c'était un peu confus, j'ai trouvé. Je sais pas, Letty, si toi tu as apprécié, j'ai trouvé que ça faisait. Là, on trouvait un petit peu le catch féminin dans ce côté un petit peu piaillerie qu'on n'aime pas trop, qu'on n'aime pas toujours. Ouais, c'était pas très très passionnant. C'est le genre de segment qui aurait pu se faire en backstage, je pense, pendant le show, où là, il y aurait eu plus une logique de Liv et Raquel qui se baladent. Voilà, enfin, cela effectivement, ça faisait un peu, forcément, mis en scène, et puis le côté un peu, voilà, j'ai été accusée, enfin, on a été accusé à cause de toi. Ben non, à cause de Naomi, en fait, c'est pas Jade Cargill qui les a accusés, donc voilà, c'était pas passionnant. On va continuer quand même chez les filles. Et on a eu un match. Peut-être était-il un petit peu plus passionnant, je ne sais pas. En tout cas, c'était Charlotte Flair contre Bifab. Alors j'ai compris pourquoi il y avait Bifab au final. Pourquoi elle sortait de nulle part. C'est parce que Bifab, elle est d'origine colombienne. Donc, bon, je sais pas, ils ont dû se dire peut-être qu'elle était latino, qu'elle allait plaire à la foule. En tout cas, elle a perdu Bifab, elle a pris un figure eight, elle a abandonné. Charlotte Flair, elle a continué la prise parce qu'elle est vraiment très méchante. Et Tiffany Stratton a débarqué. Donc, bagarre générale, sécurité, le bordel, plein de monde. Et Tiffany Stratton, elle a fait à un moment donné son Swanton Bomb sur la sécurité et sur Charlotte Flair, mais qui était quand même bien à côté. Ça a fait un effet domino, mais ça se voyait que c'est pas elle qui a pris le coup. Voilà, on a continué dans cette division féminine. Moi, je disais tout à l'heure pour Raw, ces segments-là, je les trouve un peu répétitifs, mais peut-être que toi, tu as préféré, ou au moins est-ce que tu as aimé la partition de Bifab, peut-être? J'ai trouvé que c'était pas hyper passionnant non plus. Je trouve un peu répétitif aussi entre Charlotte et Tiffany. Bon, contrairement à Raw, où ça se termine toujours pareil entre Gunther et Jay, on a au moins l'avantage que pour une fois, ça a changé de côté. Tiffany qui s'est un petit peu réveillée, qui a essayé de nous montrer qu'elle sait faire des choses. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage puisque enfin Tiffany c'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Je trouve que la feud est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire, et Charlotte non plus. Parce que je trouve que Charlotte elle prend un petit peu la facilité, alors qu'elle est capable de beaucoup plus que ce qu'elles nous montrent l'une comme l'autre, hein. Ouais, là on est vraiment dans du très très facile pour Charlotte et c'est heureusement, j'ai envie de dire que Tiffany a réussi à créer ce personnage de Tiffy Time qui la rend très populaire parce que ça serait quelqu'un qui a un peu de mal en face. Ça serait Bailey par exemple, sans vouloir tirer sur l'ambulance, la pauvre, je suis méchant. Ça serait vraiment compliqué, je pense, d'avoir des réactions de la foule, hein. Ouais. En tout cas, ouais, en tout cas, c'était notre, on va dire, notre segment féminin de milieu de show, enfin de début de show. On est reparti ensuite plutôt dans du haut level, puisqu'on avait une édition historique de Miss TV, le premier Miss TV en Espagne, et Miss TV avec notre champion du monde, avec Cody Rhodes. Sauf que quand le Miz il a commencé, bah, il y avait encore Tiffany Stratton et Charlotte Flair qui se cassaient la gueule devant le Titantron. Du coup, bah, le Miz il a dit ouais, mais bon voilà quoi. Bah maintenant il va y avoir Cody Rhodes. Cody Rhodes il débarque. Le Miz il dit cut de musique, arrêtez la musique. Donc Cody Rhodes il le chope, il fout un crossroads. Il prend le micro, il dit qu'il veut parler à personne d'autre sauf à John Cena. Et donc il lui dit on se voit à Bruxelles lundi soir. Et puis il s'en va. Donc voilà, encore un Cody Rhodes qui nous fait une toute petite soirée, hein. Ouais, très très petite soirée. Voilà, je pense que son segment de Raw, justement, comme je disais tout à l'heure, il aurait pu le faire là. En Bah fait, oui. toute sa petite promo qu'il nous a fait, voilà, nous raconter tous ces trucs à Raw, ça aurait pu être là dans le Miss TV et laisser plus de place à Gunther à Raw. Voilà, c'était juste pour dire Cody est là, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose de plus, quoi. Ouais, moi aussi je suis un petit peu déçu parce qu'en plus alors, ça aurait pu avoir un petit côté choc là de défoncer le Miz, de dire un mot et de partir, mais bah, j'attendais un truc sympa du Miz quoi. J'attendais une donc peut-être qu'ils peuvent nous donner un deuxième Miz TV dans une semaine, je ne sais pas, pour se rattraper, mais là j'étais un peu déçu pour lui ouais, parce que venir à Barcelone pour ça c'est quand même dur, c'est quand même dur. Enfin c'est très bien à Barcelone hein, mais c'est quand même dur. De toute façon, c'était une soirée où tout le monde était un petit peu tendu. On a parlé notamment du match de la semaine dernière, le main event de la semaine dernière, qui a vu quand même LA Knight redevenir champion des États-Unis. Shinsuke Nakamura, il veut sa revanche. Et il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très très bien. Il a fait un match, mais vraiment, mais très
Et Nick Aldis, il dit attends, t'as craché un mist dans la figure de notre arbitre, ça pourrait nous coûter très cher légalement. Heureusement, l'arbitre il est sympa. Bon, ça serait bien une première qu'il y a un souci légal pour la WWE après ce qui arrive à un arbitre quand même, parce que sinon ça fait un paquet de ref bump qui serait au tribunal. Et il y a Damian Priest qui traîne dans les parages et qui lui veut la peau de Drew McIntyre. Et donc, on a un match qui se fait dans la foulée entre Damian Priest et Shinsuke Nakamura. Sauf que ce match-là n'aura pas de fin non plus, puisque Drew McIntyre a débarqué et Drew McIntyre a attaqué Damian Priest. Nakamura l'a même aidé, hein, ils se sont mis à deux, il a fait un Kinshasa à Damian Priest. Et puis, notre ami Drew McIntyre, il a sorti un Claymore et il a laissé Damian Priest tout détruit au milieu du ring. Bon, une sale soirée pour ton chouchou et une feud entre Priest et Drew qui est clairement bien construite. Pour Nakamura, ça va être plus compliqué, je pense, d'avoir un programme pour WrestleMania. Mais est-ce que t'as aimé tout ce segment ou qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui es une fan de Damien? J'ai trouvé plutôt sympa. La feud, comme tu l'as dit, est très bien montée entre les deux. Donc voilà, c'est chaque semaine, on rajoute une petite pierre voilà, à la tension qui existe déjà entre les deux. Nakamura, voilà, il a perdu son titre. Là, il sert de défouloir, on va dire, un peu. Il fallait un catcheur pour faire un match, donc on l'a mis là. Effectivement, je pense que ça va être compliqué dans les prochains temps pour lui. Bon, après, peut-être que il va révolutionner son personnage et que il va revenir au top. J'y crois pas, mais on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, entre Drew et Damian Priest, j'ai franchement envie de voir ce match et puis de voir jusqu'où ça peut aller sur cette route pour WrestleMania, puisque je pense que tous les deux, ils sont capables de faire monter la sauce petit à petit et plutôt bien. J'espère qu'ils vont faire monter la sauce bien. Là encore, moi je suis toujours à regarder le calendrier et je me dis toujours que WrestleMania est loin, quoi. C'est 18-19 avril cette année. Donc il va se passer beaucoup de shows et on remplit la carte petit à petit, c'est bien. Mais j'espère qu'on aura un peu plus d'originalité que juste ce qu'on a eu, c'est-à-dire il y a un des deux qui affronte quelqu'un d'autre et puis l'autre intervient et puis voilà, il casse la gueule. Mais bon, là on reste dans la première étape, donc on va pas trop vite s'inquiéter. C'était plutôt chouette. Une grosse soirée à Barcelone, hein. Une grosse soirée qui est enchaînée avec un gros match, une belle affiche sur le principe. Randy Orton qui affronte Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui a été très 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 orgueilleux, qui a refusé la poignée de main avec Randy Orton. Mal lui en a pris, puisque Carmelo Hayes, bien sûr, il n'a pas fait de poids, hein. Le match a duré 10 minutes 06, il a été plutôt bon, mais un RKO bien placé de Randy Orton lui a permis de gagner. Il en a remis un autre ensuite, justement, à Carmelo Hayes qui voulait pas lui serrer la main. Il allait faire un punt kick carrément, vraiment très très méchant à Randy Orton, mais Kevin Owens est apparu et Kevin Owens voilà, s'est fait courser par Randy Orton. On les a pas revus ensuite, ils sont partis dans la foule. Euh, Est-ce que tu as apprécié cet affrontement? Carmelo Hayes Randy Orton, c'est pas la première fois qu'on l'a, hein. On l'avait déjà eu il y a quelques mois, je pense, à l'époque où Carmelo Hayes, bon, il est pas vraiment sorti de cette époque-là d'ailleurs, il enchaînait les matchs où il perdait contre un petit peu les grosses stars de la WWE, les Sami Zayn, les Cody Rhodes, tout ça. Euh, Est-ce que tu as apprécié cette rencontre? Bah, le match était plutôt sympa. Randy Orton qui est dans une forme phénoménale, je trouve. À chaque fois qu'il part sur une blessure ou sur quelque chose comme ça, il revient encore plus massif qu'avant. Donc là, il est vraiment au top de la forme. Carmelo Hayes qui a assuré dans le ring comme d'habitude. Euh, et voilà, forcément Kevin Owens qui débarque. On voit bien que Randy, son punt kick, il a envie de le ressortir. Voilà, je pense qu'il va y avoir quelques occasions manquées jusqu'à ce qu'il réussisse à le placer sur Owens, je pense. Euh, En tout cas, voilà, l'histoire continue, ça monte, et pareil, là, on s'amène vers un match à WrestleMania qui risque d'être bon, voire très très bon. Ouais, celui-là aussi, il devrait être assez sympa. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment meilleur. Enfin, c'est un peu la faute qui surnage. C'est grâce à Kevin Owens, je pense, niveau inventivité, niveau créativité. Il arrive toujours bah voilà, on n'est pas dans le truc classique du mec qui intervient pour coûter la disqualification, puis
voilà, il a un côté psychologique, il apparaît pas, il repart, il disparaît. Enfin, voilà, moi, on sait bien que c'est un de mes catcheurs préférés, donc je suis vraiment très content de ce qui est en train de se faire. Ça reste un petit peu moins, euh, comment dire, ça reste un petit peu moins intense dans la haine que ce que Cody Rhodes ou Sami Zayn ont connu avec Kevin Owens ces dernières semaines, mais pour le coup, il reste du temps et j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre ces deux-là, avec un Randy Orton, comme tu le dis, physiquement très affûté et qui, je pense, peut nous donner plein de petits jolis matchs comme ça, comme il a fait ce soir, en attendant. Bon, une des grandes sensations de ce soir, dont on va parler et dont on va peut-être beaucoup parler, Cody Rhodes est venu à Raw, et ben Gunther vient à SmackDown. Gunther vient à Barcelone en tant que Européen. Il nous dit il se devait d'être là, même s'il préfère Madrid, la capitale. Alors il se fait un peu huer et il nous dit que ce soir il va affronter le meilleur catcheur d'Espagne pour nous prouver en gros qu'il est meilleur que les Espagnols. Alors qui est espagnol à la WWE? Et ben c'est Axiom. Axiom qui est une des petites stars de NXT, qui est champion tag team à NXT, qui est un luchador, hein, Axiom, mais il n'est pas mexicain. Il est espagnol et il affronte Gunther. Il a droit à un match, pas pour le titre évidemment, hein. Et bien c'est un match qui va durer 9 minutes 24 et Axiom, il a largement dominé une bonne partie de la rencontre. Il a tenu tête à Gunther, notamment au niveau des atémies. Il lui en a mis quelques sympathiques. Mais Gunther a réussi, après, sur une série de powerbombs, à gagner l'affrontement. Et puis, bah, il a étouffé Axiom, il lui a fait un slipper et il est reparti. Donc, belle performance d'Axiom et Gunther qui se réinstalle pour cette tournée européenne. Je pense que là, il a une belle carte à jouer de top patron, Gunther, dans ces quelques shows des semaines qui vont venir, non? Oui, je pense qu'il a bien tenu son rôle. Du coup, on peut effectivement voir qu'il était présent. C'est déjà pas mal. Le match était plutôt bon. Euh, Axiom, moi je le découvre puisque, comme je le dis à chaque fois, je regarde pas NXT, donc c'était plutôt une bonne découverte. En plus, il a assuré, je trouve, contre Gunther. Il nous a donné vraiment un gros match. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Les Espagnols étaient contents, même si effectivement Axiom forcément pouvait pas gagner contre Gunther, c'était évident. Mais voilà, c'était un moment plutôt sympa et voilà, je trouve que Gunther a assuré et a pris un petit peu justement le temps d'antenne qu'on lui laisse pas dans son propre show. Le pauvre. Ouais, bon, moi j'ai beaucoup aimé. Axiom, il avait fait une courte apparition, hein, à Raw ou à SmackDown, et je pense qu'il a fait un show. Je sais plus qui il avait affronté, mais c'était une époque où je crois que c'était quand Dragon Lee était blessé, là où il y avait eu un moment où bref, je crois il était passé vite fait, mais pas très longtemps. Belle performance, c'est un très jeune catcheur en Axiom. Je vais retrouver en même temps Peuple de Catch-up. Quel âge a ce jeune espagnol? Axiom, il a 27 ans. Putain, il est de 97. Ça fout un coup de vieux, Letty. Mais voilà, c'est Axiom. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite. Et c'était une très bonne idée, je trouve, d'avoir profité du show en Espagne pour le faire venir contre Gunther. Voilà, comme tu as dit, Gunther, il fait bien de profiter un peu aussi du show bleu. Beaucoup de choses dans ce SmackDown. On s'approche du main event. On a beaucoup de fil rouge sur ce main event. Alors le main event, je vais vous dire ce que c'est, un peuple de catch-up. C'est un tag team match pour les titres entre les champions DIY et les Street Profits. Donc on verra beaucoup de monde ce soir dans les coulisses. On verra les Motor City Machine Gun. On verra Pretty Deadly. On voit beaucoup de monde. On voit les Garza, Santos Escobar, tout ça. Donc on sait qu'il y a une scène tag team qui est en ébullition, mais on n'y est pas encore. Avant ça, nous avons eu sur le ring Paul Heyman. Et Paul Heyman, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Il nous dit aujourd'hui, c'est le Roman Reigns Day. C'est pas le Rusev Day, ça fait longtemps que c'est fini malheureusement, mais c'est le Roman Reigns Day pour 2 points. Pourquoi? Il nous dit, il est venu pour 2 sujets. Roman Reigns, voilà, qui est en couverture du jeu vidéo WWE 2K25. Et on va tous jouer à la maison et on va tous jouer, il en est sûr, on va tous jouer. Bon, ok, d'accord.
Et il nous dit voilà, CM Punk, c'est pas le jour de CM Punk, c'est pas le CM Punk Day, c'est pas le Seth freaking Rollins Day. Et Roman Reigns, il sera la semaine prochaine à Bologne, en Italie. Et c'est tout ce que nous dit Paul Heyman, et pour le coup, j'ai été un petit peu déçu. Pas toi? Oui, si, moi aussi. Ah Je oui. m'attendais quand même à autre chose. Vu le final de Raw, je m'attendais à plus que ça. Ouais, une petite apparition de Paul Heyman, un petit peu décevante, je trouve. Mais c'était la dernière étape avant notre main event. Alors avant ça, je vais évoquer vite fait plein de petits segments qu'on a eu dans les coulisses, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup en ce moment. Ça se positionne. Qu'est-ce qu'on a eu de rigolo? Eh ben, par exemple, on a eu Zelina Vega qui veut visiblement le titre de Chelsea Green et qui va affronter la semaine prochaine Piper Niven. Voilà, Zelina Vega, elle a confiance en elle. On a Gunther après son match, qui allait voir Jimmy Uso, qui lui a dit en gros, tu devrais dissuader ton frère de m'affronter à WrestleMania. Et Jimmy Uso lui dit non, non, tu vas perdre contre Jay. Alors Gunther, il lui dit, oh, je croyais que tu étais plus mature des jumeaux, mais pas du tout, je me suis bien trompé. Il s'en va. Et on a vu aussi un étrange segment avec le chiffre 4 qui est apparu au milieu de l'écran, entouré d'une sorte de fumée, d'un écran de fumée. Mais qu'est-ce qui se passe, Letty? As-tu une hypothèse? Qui est ce chiffre 4? Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense que, un petit peu comme tout le monde, je pense à Aleister Black. Ouais. J'espère que ce sera Aleister Black. Après, on attend avec impatience de savoir. Est-ce qu'il va arriver avant WrestleMania? Est-ce qu'on aura des petits clips comme ça pendant des semaines et des semaines? On ne sait pas, mais j'ai hâte de savoir. Bah moi, ça me ferait très très plaisir, hein. Je trouve que c'était une des plus grosses pertes de l'époque où il y a eu beaucoup de licenciements. Il y en a beaucoup qui sont revenus, hein. Voilà, il y a des gens comme Bronson Reed ou Karrion Kross ont eu leur seconde chance, plus ou moins avec succès, mais ça c'est comme ça. Même Chelsea Green, hein, elle avait été virée, elle est revenue. Donc Aleister Black, j'aimerais vraiment le revoir, mais pour le moment, ce ne sont que des suppositions. Allez, c'est parti pour le main event. DIY, Gargano et Ciampa affrontent les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford pour enfin le titre tag team. Ça fait longtemps que les Street Profits courent derrière ce match et ils nous ont donné un match de très très grande qualité avec énormément de surprises. Il y avait vraiment un parfum NXT, j'ai trouvé là pour le coup, un parfum de takeover avec des contres, des tombées qui sont pas enfin des tags qui sont pas vus par l'arbitre, puis qui sont vus, etc. On a eu un segment où les DIY étaient largement dominants, on a cru que c'était fini, et puis finalement non, et puis finalement si, et puis finalement non, et puis finalement, ce sont les Street Profits qui ont réussi à placer un finisher victorieux avec la superbe image du splash de Montesford, comme d'habitude, sur Gargano qui allait chercher les étoiles pour atterrir sur le ventre de son adversaire. 1, 2, 3. Les Street Profits sont les nouveaux champions de la WWE. La foule était bien dans l'ambiance. On a même eu les pyros, les feux d'artifice, etc. Et on a fini là-dessus. Voilà, il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de prise de tête. C'était à la gloire des nouveaux champions. Donc, eh ben, c'en est fini pour ce show à Barcelone. On a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs ce soir, pas mal plus qu'Aro. Qu'est-ce que tu as pensé de ce SmackDown espagnol, Letty? Eh ben, on a fini sur quelque chose de très, comment dire, enfin, je vais pas dire d'exceptionnel dans le sens, waouh, c'était magnifique, mais plus d'exceptionnel dans le sens où depuis ces dernières semaines, on a quand même une division tag team qui est hyper présente. Donc là, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de les laisser un petit peu sans 8000 interventions pendant le match. Le match était plutôt pas mal. Les Street Profits qui prennent le titre, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça va remettre un petit peu de l'huile sur le feu, un petit peu. On ne sait pas quand, la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. On sait que c'est leur nom m'échappe, nos amis challengers, les Pretty Deadly qui ont le prochain shot. Donc à voir ce que ça va donner un petit peu, mais voilà, c'était plutôt un bon main event, j'ai trouvé. Ouais, c'était un peu la consécration.
Comme tu disais, on a une scène tag team qui est très très agitée, très très remplie. Leur donner le main event et leur donner le segment final avec cette tension qui a été quand même créée sur des mois, d'avoir les Street Profits qui attendent, qui le méritent, qui le gagnent le title shot et qui l'ont pas et qui disparaissent et qui reviennent. Donc moi je trouve que le changement de titre est une bonne chose, est une bonne nouvelle. Ça a créé vraiment un truc marquant pour finir ce show. Maintenant, je pense que c'est pas fini du tout. Et je serais même hyper chaud de voir une espèce de période là pendant je sais pas, 3, 4 mois, ou de voir la ceinture changer presque toutes les 2 semaines. Ça serait vraiment hyper drôle de les voir tous à tour devenir champions quelque temps. Il y a sûrement un très très beau truc qui pourrait se faire pour WrestleMania, hein. Il y a un ladder match ou une stipulation où tout le monde se met sur la gueule qui pourrait vraiment être magnifique. Mais là, ils nous ont déroulé quelque chose de beaucoup plus classique et de très efficace. Donc, j'ai vraiment apprécié ce main event et ça m'a fait plaisir. Et notamment pour Montez-Ford. Euh, Dawkins, c'est bon aussi, mais on sait que Montez-Ford, on en parle souvent comme une petite pépite en devenir. Euh, euh, il nous a bien fait plaisir et il s'est bien fait plaisir ce soir. Donc, je suis vraiment très content pour lui. Et ce show en Espagne, alors, Letty, est-ce que tu as un top, un flop et une note? Qu'est-ce que tu as pensé de ce passage à Barcelone pour la WWE? C'était plutôt un bon SmackDown, j'ai trouvé. Mon top, je vais le donner à Randy Orton, qui est vraiment en pleine forme, qui est très énervé et qui a très envie de taper sur Kevin. Donc ce sera pour lui. Le flop, eh ben malheureusement, ce sera une semaine un petit peu flop pour Cody Rhodes, mais je vais le mettre à toute cette séquence Miss TV avec Cody qui m'a vraiment pas passionné. Et ma note, je vais mettre c'était plutôt un bon show. Allez, on va partir sur un 3,75. Il y avait tout, il y avait beaucoup de matchs, il y avait des petits segments plutôt intéressants en coulisses et surtout un public qui était vraiment exceptionnel. Donc 3,75. Ouais, on était plutôt, euh, on était plutôt dans un bon show, je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais donner la même note que toi, 3,75. Au niveau des tops, bah moi je vais le donner à Axiom, qui nous a fait un beau match. Le petit Espagnol a bien tenu la baraque. Et le flop, bah oui, hein. Bah oui, oui, oui. Alors, pour pas le donner à Cody Rhodes, pour qu'on varie un petit peu, moi je vais le mettre à Tiffany et Charlotte. On va dire que c'était le segment juste avant, donc c'était un peu dur, mais ouais, là on est vraiment sur une feud basique, quoi. En roue libre, on fait ce qu'on tout le monde fait tout le temps, c'est-à-dire on se met sur la gueule, il y a toute la sécurité qui intervient, donc ça fait très spectaculaire, c'est très visuel, et puis il y en a un des deux qui se jette au milieu de tout le monde et tout le monde tombe et tout ça, mais c'est un peu du facile, c'est un peu des grosses ficelles. Mais on n'en a pas fini puisque on sait qu'il va y avoir un très très gros programme. On sait qu'il va y avoir un show, un Monday Night Raw qui va se passer à Bruxelles. Donc ça risque d'être le feu. On sait qu'il va y avoir un show en Italie, donc avec Roman Reigns qui va revenir. Il va y avoir un show en Écosse. Je pense vraiment qu'on peut avoir une super ambiance comme on a eu ce soir, en tout cas à Barcelone. Ils auraient mérité un petit top aussi, le public de Barcelone. Ils ont vraiment été très très bons, notamment sur l'entrée de Randy Orton. Non, ils ont chanté à plein poumon. Donc, moi, je trouve que ça m'a bien motivé. Je pense que c'est une super idée. On va voir comment ça se passe une fois ce cycle terminé. Mais je trouve que dans une road to WrestleMania, il y a besoin que ça buzz un petit peu. Et là, avec des publics comme ça, je trouve que c'est un bon calcul de la part de la WWE de faire cette tournée à ce moment-là. Historiquement, il y avait une tournée européenne post-WrestleMania. Mais là, c'est juste avant. C'est peut-être la meilleure idée, en fait. Ça permet à certains catcheurs qui sont moins en vue d'avoir les main events, d'avoir des matchs et d'avoir quand même une grosse popularité. Donc il y a peut-être un très bon calcul là de Triple H qui se frotte les mains. Oui, très bon calcul, je pense, et surtout que c'est télévisé. Parce que c'est vrai que Ouais. les tournées post WrestleMania, c'est vrai qu'on a eu pas mal, surtout, enfin début des années 2010 par là, où il passait régulièrement justement à Strasbourg, tout ça. Mais c'était des house shows en fait. Et là, je trouve que le côté public européen plus show télévisé, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose dans le côté historique en plus de la chose, quoi. Ouais, je sais pas par contre comment c'est perçu aux USA parce que forcément, eux ils se tapent le décalage horaire que nous on a d'habitude. Mais, Oui. euh, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir les shows à 20h30
pour nous, et puis d'avoir d'avoir la télé, d'avoir l'image, d'avoir les villes qui sont filmées, d'avoir le public européen. Je pense que c'est une belle récompense pour tous les fans que nous sommes. Bien sur ce, Letty, j'espère que tu as apprécié cette semaine de catch. On a eu plutôt 2 shows quand même assez qualitatifs et assez différents, entre une ambiance Madison Square Garden très temple du catch et puis un SmackDown vraiment très nouveau territoire, on va dire, à conquérir. On arrive vers une grosse période, donc peuple de catch-up, restez connectés pour les prochains shows européens. On peut les regarder en live à l'heure de chez nous, donc c'est une opportunité, profitons-en. Merci pour ta présence, Letty, à mes côtés. Eh ben, merci pour l'invitation. Eh ben, avec plaisir, tu sais que tu es toujours invité. Peuple de Ketchup, retrouvez-nous bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast. Venez nous parler sur le Discord Ketchup, c'est notre forum à nous de discussion. La chaîne YouTube Ketchup, évidemment, pour mettre des commentaires. On se dit à très vite pour encore du catch à l'européenne, à la française, à l'américaine, pour du catch mondial. Merci beaucoup, Letty. Ciao tout le monde. Salut à tous. Mais alors, quelle va être la superstar belge qu'on va avoir à Bruxelles? Bonne question. François Damiens? François Damiens, peut-être. Pourquoi pas.